Bienvenue dans la première séance de physique-chimie sur Prépare-toi. Pour cette première séance, on va s'intéresser à plusieurs choses. On va s'intéresser aux dimensions, qu'on va essayer de différencier des unités. On va justement, grâce à ça, regarder un petit peu quand est-ce qu'une équation peut être incorrecte. Ensuite, on s'intéressera aux puissances, aux chiffres significatifs et à l'introduction de la notation scientifique. Alors premièrement, donc avant de parler de dimensions et d'unités, il faut aussi dire de quoi on parle. Alors ici, on va parler de grandeur physique. Qu'est-ce qu'une grandeur physique? Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir mesurer, c'est une propriété caractéristique d'un objet physique. Donc on peut citer une taille, on peut citer par exemple la température, donc encore d'autres grandeurs de ce type. Alors, la question s'est posée de la mesure et justement de comment est-ce qu'on peut exprimer la valeur d'une grandeur physique, donc une valeur qu'on a mesurée. Donc pour ça, on va utiliser différentes dimensions. Donc on va retrouver des longueurs de base auxquelles on va affecter des dimensions. La différence entre une dimension et une unité, c'est que la dimension est vraiment quelque chose d'unique. Pour une valeur donnée, on a une dimension, alors qu'on peut se retrouver avec plusieurs unités pour décrire quelque chose. Donc, par exemple, si on s'intéresse à un temps, donc la dimension ce sera un temps, et qu'on mesure ce temps, on peut l'exprimer en différentes unités. Donc par exemple, dans le système international, on va utiliser la seconde, et on pourrait également penser utiliser l'heure. Donc ça vous donne un petit exemple. Donc en soi, une dimension qu'on va affecter à une grandeur va être unique, ce qui n'est pas le cas d'une unité. Alors pour différentes grandeurs physiques, on va donner la dimension et la notation qu'on utilise, puis on s'intéressera à l'unité dans le système international qu'on va utiliser. Alors la première chose qui nous intéresse ici, c'est grand L. Alors grand L, c'est ce qui va correspondre à une longueur. Cette longueur, dans le système SI, on va utiliser les mètres. Et le symbole, ce sera M. Alors, pour la dimension qui est associée à la notation T, c'est un temps. L'unité qu'on va utiliser, ça va être la seconde, et on va la noter S. Ensuite, pour grand M, ça va correspondre à une masse. Dans le système international, on va utiliser le kilogramme. Donc on va noter kg. Alors en chimie cette fois, donc N ça va être une quantité de matière. L'unité qu'on va donner donc ça va être la mol. Et on va noter ça mol sans le E. Ensuite, I, ça va être l'intensité électrique. L'unité qu'on va utiliser, ça va être l'ampère. Et on va noter ça grand A. Θ, c'est ce qu'on va affecter aux températures. On va prendre donc dans le système international le Kelvin, qu'on va noter grand K. Un peu moins courant, donc J, ça va être pour l'intensité lumineuse. Et on va pouvoir l'exprimer en candela, ce qu'on va noter CD. Alors, ce tableau, donc, il correspond vraiment aux dimensions de grandeur de base. Alors, grâce à ces grandeurs de base, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ensuite construire des grandeurs dérivées. Donc ça, on va y venir juste après. Donc, petite remarque, donc déjà, comment est-ce qu'on va noter une dimension, donc la dimension d'une grandeur? On va utiliser la notation dim de, entre parenthèses, donc le nom associé à la grandeur, et ensuite donc la dimension à partir des notations qu'on a ici. Donc pour une distance D,
on va pouvoir par exemple écrire dim de D. Donc une distance c'est une longueur, donc ça va être égal à grand L. Donc ça c'est un exemple comme ça. Alors justement, donc on va partir maintenant donc, sur les grandeurs composées. Ou grandeur dérivée. Et on va commencer par un exemple, le cas d'une surface. Donc une surface, on peut dire par exemple que ça va être S égale grand L fois L, donc avec deux côtés de dimensions différentes. Et si je m'intéresse à la dimension, donc on va avoir dim de S, qui va donc être égal à la dimension du produit de L, grand L par petit l. Alors une propriété justement des dimensions, c'est que la dimension du produit est égale au produit des dimensions. Donc on va pouvoir écrire que c'est égal à dim de grand L fois dim de petit l. Et là, on voit ici que ces deux grandeurs correspondent en fait dimensionnellement à des longueurs. Donc ça, on va pouvoir écrire que c'est égal à L fois L, soit encore L au carré. Donc la dimension d'une surface, c'est une longueur au carré. Et donc là, on a bien une grandeur dérivée, qui n'est pas une grandeur de base, mais que l'on peut écrire grâce aux dimensions de base. Deuxième exemple qu'on peut donner, le cas d'une vitesse. Alors vous savez que vitesse, on peut dire que c'est une distance sur une durée. Alors regardons ce qui se passe en termes de dimension. Donc on va avoir la dimension d'une vitesse qui va être égale à la dimension donc, du quotient, donc distance sur durée. Et ça c'est pareil que pour le produit, en fait ça va être le quotient des dimensions. Donc dim de distance divisé par dim de durée. Alors bien sûr j'essaie de détailler, ensuite vous pouvez, vous de votre côté, aller directement à l'essentiel et donc sauter par exemple cette étape. Alors la dimension d'une distance, donc ça correspond à une longueur, et dimensionnellement, une durée, c'est un temps. Donc on va retrouver L sur T, et ça, on va également pouvoir dire, donc on peut l'écrire un petit peu différemment, en termes de produit, donc ça va être une longueur fois un temps à la puissance moins 1. Donc voilà pour la dimension d'une vitesse. Quelques petites remarques. On peut se poser la question suivante, on peut se demander est-ce que finalement toutes les grandeurs ont une dimension ? Un angle par exemple, lui, ne possède pas de dimension. Donc on va pouvoir écrire que la dimension d'un angle est égale à 1. Donc en particulier quand ça intervient dans un produit, pour une grandeur du coup qui va être dérivée, on va voir justement que sa dimension ne comptera pas dans la dimension finale de la grandeur dérivée. Les fonctions sinus, cosinus, tangente, exponentielle et également ln, par exemple, ainsi que leurs arguments sont sans dimension. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut, par exemple, et qu'on doit vérifier dans un résultat. La dimension donc, d'un produit quotient est égale au produit quotient des dimensions. Donc ça résume un petit peu ce qu'on vient de voir ici et ce qu'on a utilisé, c'est les propriétés qu'on a utilisées ici. Alors, une fois qu'on a vu ça, on va faire un petit exercice, justement. Alors, plutôt vous allez faire un petit exercice. Donc notamment, vous allez pouvoir mettre la vidéo sur pause et essayer de chercher quelle est la dimension d'une accélération, quelle est la dimension d'une force, quelle est la dimension d'une puissance et quelle est la dimension d'une masse volumique. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et on reprend tout de suite.
Donc si on regarde par exemple une accélération, on peut l'écrire comme une variation de vitesse sur une variation de temps. Donc si on regarde en termes de dimension, dim de A, donc ça va être égal, donc c'est la dimension du quotient, donc le quotient des dimensions, donc on va avoir dim de delta V sur dim de A. Donc étant donné que c'est une vitesse, donc une vitesse, on vient de voir à l'instant, que c'était une longueur fois un temps à la puissance moins 1. La dimension, du coup, donc là j'ai fait une petite erreur, c'est bien delta t. Donc la dimension ici, donc la différence de temps, c'est un temps. Donc on va avoir t. Alors pour le coup, donc le t est au dénominateur, donc si on regarde en termes de puissance, ça revient à avoir ici du t à la puissance moins 1. Donc on multiplie ça à ce qu'on a déjà au-dessus et vous allez obtenir donc une longueur fois un temps à la puissance moins 2. Maintenant, donc on va s'intéresser à une force. Alors pour déjà déterminer la dimension d'une force, ce qu'on peut essayer de se poser comme question, c'est comment est-ce que je peux obtenir l'expression d'une force? Ou plutôt à quelle force vous pouvez penser pour obtenir une expression de force. Donc on peut penser par exemple au poids. Donc si j'écris le poids, donc ça va être le produit de la masse fois l'accélération de la pesanteur, m fois g. Donc g c'est une accélération, donc en termes de dimension on va retrouver la même chose que la dimension ici de l'accélération a. Donc pour une masse, la dimension, vous connaissez ça aussi. On va partir sur le calcul de la dimension de f. On va trouver donc que c'est le produit des deux dimensions, donc la dimension de m et la dimension de g. Donc m étant une masse, sa dimension est une masse, donc on va écrire ça avec le symbole grand M. Et g étant une accélération, donc on va retrouver ici donc le produit de longueur par un temps à la puissance moins 2. Donc au final, vous voyez ici que on a obtenu la dimension de force. Maintenant, on peut se poser donc, la question pour une puissance. Alors je vais juste effacer ce qu'on a ici. Alors pour une puissance, on peut utiliser la définition de la puissance d'une force, qu'on peut écrire P égale F fois V, avec F, donc la vitesse de l'objet qu'on considère par exemple. Donc, en termes de dimension, on va trouver donc dim de P égale donc le produit, la dimension du produit F fois V, ou alors ensuite donc le produit des dimensions de F et de V. Alors ça tombe bien puisque désormais on connaît les deux. On sait que pour la force on va avoir une masse fois une longueur fois un temps à la puissance moins 2. Et pour la vitesse, on avait déterminé tout à l'heure que c'était une longueur fois un temps à la puissance moins 1. Ensuite, on regarde ce qui se passe en termes de puissance. Donc ici, artificiellement, on peut constater qu'on a donc une longueur à la puissance 1 ici, une longueur à la puissance 1 ici. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement sommer les puissances, les exposants, pardon. Donc on va avoir une masse, donc là ça ne change pas, une longueur au carré, et ici, donc un temps à la puissance moins 3. Donc voilà pour la puissance. Alors pour une masse volumique. Alors la masse volumique d'un objet, on sait que ça va être la masse de cet objet divisée par son volume. Donc on peut l'écrire tout simplement m divisé par v. Donc en termes de dimension, donc la dimension de la masse volumique, qu'on va noter ici avec le symbole ρ, ça va être
donc le quotient des deux dimensions, donc dim de m divisé par dim de v. Alors attention, ici v est un volume et pas une vitesse. Je note d'ailleurs un peu plus grand. La dimension d'une masse, c'est une masse. La dimension d'un volume, donc un volume, c'est le produit finalement de trois longueurs. Donc on va avoir ici donc une longueur à la puissance 3. Donc ce qui nous donne à la fin, si on l'écrit moins 3, fois L pardon, à la puissance moins 3. Et donc voilà pour cet exercice. Homogénéité d'une expression. Donc on vient de voir à l'instant vraiment l'introduction sur les dimensions. Dans cette partie, on va vraiment voir à quoi servent les dimensions. Alors, le but de vérifier l'homogénéité d'une expression, c'est de savoir si cette expression est soit fausse, soit potentiellement correcte. Alors qu'est-ce que ça veut dire potentiellement correcte? Vous pouvez avoir quelque chose dont les dimensions sont les mêmes. Donc par exemple, ce que vous allez faire justement pour vérifier qu'une relation est homogène, c'est regarder donc les termes, les membres que vous avez à gauche de la relation et à droite de la relation, et vous allez vérifier les dimensions. Si les dimensions sont les mêmes, alors ce que ça veut dire, c'est que peut-être que la relation est correcte. Ça ne veut pas dire qu'elle l'est. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les dimensions à gauche et à droite, si elles sont différentes, pour votre relation, ça indique que forcément elle est fausse. Donc en réalité, ça permet de dire si l'expression est fausse, ou alors peut-être qu'elle est correcte. Mais ça ne permet pas de l'affirmer. On va donner un petit exemple. Ici, on peut se poser la question, on va donner une expression. Alors, on peut considérer un problème, donc ça va être le problème suivant. Vous lancez une balle, donc à partir d'une altitude z0 égale 0, ok, et vous le faites avec une certaine vitesse initiale, donc on va noter v0, donc cette balle monte, et s'arrête à une altitude qu'on va noter, donc ça va être z égale h. On vous dit par exemple, vérifier l'homogénéité de l'expression suivante. Donc vous avez h égale, par exemple, l'accélération de la pesanteur divisé par v0 au carré. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit, ou alors vous faites le calcul et vous trouvez ça. Donc vous demandez si ça c'est correct. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder à gauche et à droite si on a bien la même dimension. Donc dans un premier temps, vous allez regarder la dimension de h. Donc là, c'est pas compliqué parce que h est une hauteur. Donc la dimension d'une hauteur, ça va être une longueur. Vous allez regarder par exemple, donc on va essayer de décomposer ça, la dimension de v carré, la dimension de g, et ensuite on en déduira la dimension de g sur v0 carré. Alors c'est v0. Alors c'est une vitesse au carré. La dimension d'une vitesse, c'était donc une longueur fois un temps à la puissance moins 1. Comme cette fois c'est une vitesse au carré, ça va être donc une longueur au carré fois un temps à la puissance moins 2. G est une accélération et sa dimension est une longueur fois un temps à la puissance moins 2. Donc ça c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc à partir de là on peut en déduire que la dimension de G sur V0 carré c'est donc une longueur au carré fois un temps à la puissance moins 2 divisé par, alors c'est l'inverse en réalité, donc c'est donc une longueur fois un temps à la puissance moins 2 divisé par une longueur au carré fois un temps à la puissance moins 2. Donc ici on va pouvoir éliminer donc le temps à la puissance moins 2 qui intervient donc non seulement au numérateur mais aussi au numérateur. Et à la fin, donc ici, vous voyez qu'il vous reste donc une longueur divisée par une longueur au carré, ce qui vous donne au final une longueur à la puissance moins 1. Quelle est la conclusion de tout ça? On voit que la dimension
de G sur V0 au carré, c'est différent, elle est différente de la dimension de H. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'équation n'est pas homogène, et donc on peut en conclure que l'équation n'est pas correcte. Donc elle est non homogène, donc pas correcte, donc incorrecte. Tout ce qui concerne en fait l'homogénéité des expressions, ou alors même le fait de pouvoir trouver une expression comme on va essayer de le faire dans un instant, ça fait partie en fait d'un domaine qu'on appelle l'analyse dimensionnelle. Donc par exemple, pour ce qu'on vient de voir à l'instant, pour l'altitude maximale à laquelle va se trouver la balle avant qu'elle ne retombe, on peut se poser la question de quoi dépend l'altitude. Donc par exemple, H, elle peut dépendre de différentes grandeurs pertinentes du problème. Donc notamment, intuitivement, on sent que H, ça va être une fonction de la vitesse initiale, donc V0. H, ça va être une fonction de l'accélération de la pesanteur, puisqu'on va observer une chute. Et on peut se dire, ce qu'on a lancé, c'est une balle, elle a une certaine masse, donc a priori, peut-être qu'on a une dépendance en fonction de M. Qu'est-ce qu'on va faire? On regarde dans un premier temps quelles sont les différentes dimensions. On connaît en fait toutes les dimensions ici. Donc là, ce qu'on a vu à l'instant, c'est que V0, sa dimension, c'était donc une longueur fois un temps moins 1. G, c'était une longueur fois un temps moins 2. Et donc la masse, sa dimension est une masse. Ici, la dimension de H, donc H étant une altitude, c'est une longueur. Donc il y a quelque chose qui nous saute aux yeux, et ça doit nous sauter aux yeux aussi. Donc on se pose la question de finalement, est-ce que je vais utiliser ces trois grandeurs pour essayer de construire une expression pour H? Donc la réponse est non. Pourquoi? Parce que vous voyez ici qu'il y a un problème, notamment avec la masse. Si j'introduis dans l'expression de H la masse, eh bien dimensionnellement, je ne vais pas pouvoir simplifier cette masse, puisque dans les autres grandeurs, donc ces autres grandeurs ne dépendent pas d'une masse. Donc vous voyez qu'il y a un petit problème. Donc forcément, on va écarter M. Et on va pouvoir construire H à partir donc, de V0 et de G. Alors, l'idée, c'est essayer de trouver une relation qui permette de simplifier le temps. Donc notamment, donc ici ce qu'on peut remarquer, donc il faut avoir un petit peu l'œil, c'est que si je prends 0 au carré, je vais avoir une longueur au carré fois un temps à la puissance moins 2. Ici, je vais avoir une longueur fois un temps à la puissance moins 2. On va éventuellement avoir une simplification du temps. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc on va regarder par exemple la dimension de V0 carré sur G. Donc V0 carré, on a une longueur au carré fois un temps à la puissance moins 2. Divisé donc par une longueur fois un temps à la puissance moins 2. Donc ça revient un peu à ce qu'on avait fait avant. Et du coup, ce qu'on peut regarder, c'est s'apercevoir ici que les temps se simplifient. Donc au final, on va se retrouver avec ici une longueur. Donc là, c'est quelque chose qui dimensionnellement peut convenir. Pourquoi? Parce que ça va être égal à la dimension de H. Pour autant, est-ce que c'est quelque chose qui est vrai? Est-ce que cette expression est vraie? Est-ce que H égale V0 carré sur G est vrai? Et bien en réalité, non. Pourquoi? Si vous faites le calcul exact, vous vous rendrez compte, ce qui n'est pas demandé ici, qu'il manque un facteur 2 ici. Voilà. Donc vous comprenez bien donc, le potentiellement correct. Et c'est ça qui m'intéresse ici. Petite remarque, on peut aussi raisonner avec les unités. Et souvent, c'est peut-être plus pratique de raisonner avec les unités. En particulier, si vous avez une expression qui est un petit peu compliquée, c'est pas forcément intéressant de repasser
aux dimensions. Par contre, le conseil que je vous donne, c'est raisonner dans le même système d'unités. Notamment, utiliser le système SI. Par exemple, si vous avez, ici on aurait très bien pu faire ça avec H qui était en mètres, la vitesse en mètres par seconde, donc au carré ça ferait des mètres au carré seconde moins 2, et l'accélération en mètres par seconde moins 2, par mètre seconde moins 2. Donc au final on aurait retrouvé le même résultat, on aurait vu qu'en fait les unités sont compatibles à gauche et à droite. Donc on peut faire ça en termes de dimension ou en termes d'unités, mais il faut faire attention avec les unités. Il faut être vraiment vigilant au fait qu'on utilise le même système d'unités. Voilà. Donc par exemple, faire attention à ce que vous n'utilisiez pas, par exemple des heures à la place des secondes, etc. Sinon ça devient vite compliqué. Donc voilà pour comment est-ce qu'on va vérifier l'homogénéité d'une expression. Désormais, on va s'intéresser aux chiffres significatifs. Alors, que permettent les chiffres significatifs? Ils permettent notamment de donner une information sur la précision d'une grandeur qu'on va mesurer. Alors, la règle pour les chiffres significatifs, donc pour compter le nombre de chiffres significatifs qu'on doit ou qu'on a justement dans un nombre, seuls les zéros qui sont placés à gauche du premier chiffre non nul ne sont pas des chiffres significatifs. Donc vous allez chercher dans votre nombre le premier chiffre qui est non nul, donc celui-ci et tous les autres chiffres qui sont à sa droite sont des chiffres significatifs. Donc par exemple, ce que je vous propose, c'est de donner ici le nombre de chiffres significatifs de ces nombres ici. Donc 0, 5. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir regarder donc, où se trouve le premier chiffre significatif non nul. Donc le premier chiffre non nul tout court, donc c'est un chiffre significatif, et je regarde tous les chiffres qui sont à sa droite. Donc là on remarque qu'il y a donc le 1, le 0 et le 5. Donc ici ça fait 3. Ici, donc je regarde, on a 0,1050, le 1 est un chiffre significatif, tous les zéros qui sont à sa droite, donc celui-ci et celui-ci sont des chiffres significatifs aussi, et le 5 également, donc on en a 4. Ici pour 1,0, donc c'est le premier chiffre non nul ici 1. Et le 0, ici est un chiffre significatif puisqu'il est situé à droite. Donc on va avoir deux chiffres significatifs. Ici, donc 0,001, on a 3 zéros mais ils sont avant, à gauche, du premier chiffre non nul. Donc on va avoir un seul chiffre significatif dans ce nombre. On peut se poser la question pour un résultat d'un calcul. Donc ici on vient de voir le cas d'un nombre, mais qu'est-ce qui se passe quand on a un calcul? En fait on va aussi avoir une règle, tout simplement on va retenir le nombre de chiffres significatifs du nombre qui intervient dans le calcul et qui en a le moins. Donc que ce soit par exemple un produit, un quotient, ou alors une somme, une différence. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire ce petit exercice avant que je le corrige. Donc pareil, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Vous allez faire donc ces additions et ce produit, et vous allez déterminer le résultat avec le bon nombre de chiffres, écrit avec le bon nombre de chiffres significatifs. Et on corrige ensuite. Alors, dans un premier temps, je fais naïvement le calcul. Donc 160,33, donc 0,33,20 ici, 15,20. Donc je vais avoir du 0,53 et donc 60 plus 15, donc 175,53. Maintenant, est-ce que j'ai le bon nombre de chiffres significatifs? Ici, je regarde à partir du 1, j'ai ensuite 4 chiffres, donc ça me fait en tout 5 chiffres significatifs. Ici, dans ce cas-là, je vais avoir 4 chiffres significatifs. Donc dans mon résultat, je dois en garder 4. Comment ça se passe? Je vais venir regarder le dernier chiffre ici. Donc si ce chiffre est strictement inférieur à 5, je vais garder intact le dernier chiffre que je vais retenir ici, parce que là je vais retenir que 4 chiffres significatifs, et je vais pouvoir éliminer le 3. Donc le 3, je l'enlève. Maintenant, on va refaire ce même calcul. Donc si je fais le calcul, ici à la place de 160,33, j'ai 160,36. En faisant le calcul, j'obtiens 175,56. Donc je sais que je vais garder 4 chiffres significatifs. Ici, en regardant le premier chiffre que je ne retiendrai pas, je vois qu'il est supérieur ou égal à 5.
Et la règle que nous utilisons lorsque ce chiffre est supérieur ou égal à 5, c'est qu'on va arrondir le dernier chiffre qu'on retient. Donc dans ce cas-là, je vais enlever le 6 et je vais augmenter d'une unité le dernier chiffre. Donc je passe à 6. Donc voilà le principe. Maintenant, donc, pour cette multiplication, 10 fois 0, 50. Alors, est-ce que j'ai le bon nombre de chiffres significatifs? Ici, j'en ai 2. Ici, le 0 après le 5 est un chiffre significatif, puisqu'il est situé justement à droite du 5. Donc, j'ai bien 2 chiffres significatifs, j'en garde 2 pour le résultat. Donc, ce résultat est correct. 2 petites remarques. Seul le résultat final est arrondi, c'est-à-dire que si vous avez un calcul dans lequel vous allez décider de faire plusieurs étapes, okay, vous allez avoir plusieurs résultats intermédiaires, il y a uniquement le résultat final qui sera arrondi. D'accord? On n'arrondit pas les résultats intermédiaires. Deuxième chose, quand vous avez des coefficients, donc par exemple multiplicatifs, un fois 2 par exemple qui intervient, ou alors des nombres exacts qui interviennent, on va considérer que ces derniers n'ont pas de chiffre significatif. Autant dire que ce n'est pas ça qui limitera la précision du résultat. D'accord? C'est-à-dire que si je compte finalement, si je multiplie ça par un coefficient 2 par exemple, je garderai autant de chiffres significatifs. Donc ça peut être le cas par exemple quand vous passez d'un volume simple à un volume qui est doublé. Donc il n'y a aucune raison a priori que le nombre de chiffres significatifs augmente. Après les chiffres significatifs, nous allons nous intéresser aux puissances, en particulier les puissances de 10. Les puissances de 10, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir maîtriser parce que vous allez en avoir besoin vraiment dans tous vos calculs, déjà à partir de la terminale, et vraiment ça devient primordial en prépa. Donc notamment les puissances de 10, c'est ce qui va intervenir quand vous allez vouloir effectuer des conversions d'unités, et si on ne les maîtrise pas, on va faire des erreurs, et ensuite vous allez perdre des points, donc que ce soit au contrôle ou encore au concours, et le but étant justement de ne pas perdre de points. Ce que je vais vous demander, c'est d'effectuer ici, donc à partir de ces produits et de ces quotients, le calcul et d'obtenir le résultat sous la forme d'une puissance de 10. Donc prenez quelques instants et ensuite on fait ça ensemble. Donc on va commencer par le premier, donc 10 puissance n fois 10 puissance m. Donc faire le produit de 2 puissances de 10, ça revient en réalité donc à sommer les exposants. Donc ici on va obtenir tout simplement 10 puissance n plus m. Lorsque vous réalisez un quotient de 2 puissances de 10, ça revient finalement à soustraire les exposants. Donc ici on va obtenir 10 puissance n moins z. Le dernier, donc c'est 1 sur 10 puissance n. Donc soit on peut faire le calcul directement, soit on peut essayer de décomposer ça en plusieurs étapes, c'est ce que je vais faire ici. Bien sûr, pour vous, si c'est évident, vous pouvez directement passer au résultat final. Donc là, en termes de puissance, on peut aussi écrire que 1, c'est 10 puissance 0. Donc divisé par 10 puissance n. Donc ensuite, on obtient un quotient de 2 puissance de 10, et à ce moment-là, on peut dire que ça, c'est donc 10 puissance moins n. Donc le 0, c'est éliminé. Quelques petites remarques qu'on peut donner. Donc déjà sur le signe de l'exposant. Le signe de l'exposant va vous indiquer, donc par exemple lorsqu'il est négatif, que votre 10 puissance exposant va être inférieur à 1. S'il est positif, alors le 10 puissance n par exemple sera supérieur à 1. Maintenant, donc s'il est nul, et c'est ce qu'on a donc utilisé ici comme propriété, donc c'est le cas intermédiaire, on va avoir justement 10 puissance 0 qui vaut 1. Deuxième remarque, l'exposant indique le nombre de zéros, donc soit après du coup le chiffre 1, donc lorsqu'il est positif, ou alors avant le chiffre 1, lorsqu'il est négatif. Pour essayer de mettre en application tout ça, petit exercice, vous devez ici convertir donc le nombre décimal ou alors le quotient qu'on vous donne ici en puissance de 10. Donc pareil, mettez la vidéo en pause et on corrige ensuite. Alors, ici, l'idée, donc on va regarder où se situe le chiffre 1 et on va compter le nombre de zéros ensuite. Donc ici, vous comptez 5 zéros, c'est-à-dire qu'on va se retrouver ici avec 10 puissance 5. Ici, je regarde où se situe le 1 et je vais compter donc le nombre de zéros avant. Donc ici, ça reviendra à avoir 10 puissance, cette fois, moins 4.
envers le nombre de zéros avant. Ici, donc 1 sur 10 000, on peut l'écrire différemment. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On va compter directement donc, le nombre de zéros ici. On voit qu'il y a 4 zéros, donc ça vous fait 1 divisé par 10 puissance 4. Et là, on a vu que le 1 tout à l'heure, c'est comme si on avait 10 puissance 0. Donc, comme on a un quotient de puissance de 10, on a 10 puissance 0 divisé par 10 puissance 4, on va obtenir 10 puissance moins 4. On vient de s'intéresser aux puissances de 10 et dans le cadre de cette séance, c'est quelque chose qu'on va venir mobiliser dans la notation scientifique. Alors la notation scientifique, c'est quelque chose qui va être intéressant d'utiliser quand vous avez des résultats dont la valeur comporte un certain nombre de zéros avant le premier chiffre non nul après la virgule. Alors pour donner un petit exemple, vous pouvez considérer une distance que vous avez exprimée en micromètres et on vous demande de la convertir en mètres. Quand vous allez convertir cette distance en mètres, vous allez donc vous retrouver avec un certain nombre de zéros après la virgule et avant le premier chiffre non nul, donc le premier chiffre significatif et donc le premier chiffre qui va nous intéresser. Alors, l'intérêt de la notation scientifique, ça va être de permettre d'alléger un petit peu et de faciliter la lecture du résultat. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va venir exprimer donc le nombre sous la forme d'un coefficient A. Donc ce coefficient A, c'est un nombre décimal qui est compris entre 1 et 10, donc il peut être égal à 1, mais il est strictement inférieur à 10, multiplié par une puissance de 10, donc exposant n, avec n qui est un nombre entier positif ou négatif. Alors, justement, on va essayer de donner un petit exemple, un petit exercice pour lequel vous allez pouvoir un petit peu réfléchir. Vous mettrez la vidéo en pause et ensuite on corrigera ça ensemble. Alors, quelle est l'idée de cet exercice ici? L'idée de l'exercice, ça va être d'écrire donc deux nombres que vous avez ici en écriture scientifique. Alors, je vous laisse mettre la vidéo en pause et on voit ça ensemble. Alors, la première chose qu'il va falloir dont il va falloir être vigilant quand on écrit un nombre sous forme de notation scientifique, ça va être que l'écriture en notation scientifique va conserver le nombre de chiffres significatifs. Alors je m'explique. Ici par exemple, vous voyez donc dans 458 000, le premier chiffre qui est du coup non nul, c'est le 4 que vous avez ici, et il y a encore 5 chiffres après, ça veut dire que vous avez 6 chiffres significatifs. Donc dans mon résultat, je vais avoir aussi 6 chiffres significatifs. Alors ce que je vais faire, c'est, je vais commencer par aller chercher donc, le premier chiffre, donc qui soit compris entre 1 et 10. Donc ici, ça va être 4. Donc je vais écrire 4, donc je reprends le reste. Comme c'est que des chiffres significatifs ici, il faut que je les note. Donc 4,58 000. Et je multiplie ça par la puissance qui correspond, la puissance de 10 qui correspond au nombre de chiffres que vous avez ici. Donc là, comme j'en ai 5, je multiplie ça par 10 puissance 5. Donc voilà comment écrire 458 000 en notation scientifique. Alors, on va faire la même chose ici. Donc là, vous voyez que si vous écrivez ce nombre-là sous la forme là que vous avez présente, ça va être un petit peu compliqué, c'est pas forcément pratique à lire, donc on va plutôt l'écrire sous forme, en utilisant la notation scientifique. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir regarder donc le premier chiffre qui est non nul et le nombre de chiffres qu'on a après. Donc on a un 0 après, on va devoir le reporter. Donc ici 8, ça va jouer le rôle de A. Donc je vais écrire 8,0 et j'ai décalé ici la virgule de 3 rangs vers la droite. Donc je me retrouve avec une puissance qui va être négative et je vais pouvoir mettre ici, donc comme j'ai décalé de 3 rangs, fois 10 puissance moins 3. Petit bonus, et ça rejoindra un petit peu ce que je vais vous demander pour la semaine prochaine, la conversion d'unité. Alors pour une unité, on va trouver différents préfixes, qui vont correspondre par exemple à tout ce qui est à gauche ici, à des sous-multiples, et ici des multiples de l'unité de base. Dans ce tableau, vous allez trouver également les différentes puissances qui vont vous permettre de convertir votre unité de base donc grâce aux sous-multiples ou aux multiples. Et ce que je vais vous demander pour la séance de la semaine prochaine, c'est un petit exercice. Et sur ce petit exercice, vous allez devoir convertir distance
Donc une distance en micromètres, une distance en mètres et en micromètres respectivement. Alors pourquoi est-ce que je vous demande ça? C'est quelque chose que je constate en début d'année, en première année de prépa. Je remarque qu'il y a pas mal de petites erreurs qui sont faites sur les conversions d'unités. Donc là, vous avez jusqu'à la prochaine séance pour essayer de faire ça et on corrigera ça ensemble. On arrive à la fin de la séance. Donc premièrement, merci de votre attention. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez en commentaire, j'y répondrai lors de la séance prochaine. Et donc prochaine séance mercredi prochain. Donc n'oubliez pas de faire le petit exercice avec les conversions d'unités. On corrigera ça en début de séance. Voilà, bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.